Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'École du Futur, je suis ravie de vous retrouver. Au programme de cette émission, on démarre comme d'habitude avec notre focus. Elle a révolutionné la recherche en biologie moléculaire et a ouvert la voie à une nouvelle ère pour la médecine et la génétique. Scientifique française, prix Nobel de chimie en 2020, elle continue d'inspirer toute une génération de scientifiques. C'est Emmanuelle Charpentier, son portrait à découvrir dans un instant. Et puis on est ravis de la retrouver sur ce plateau, c'est Alexandra De Villers, bonjour. Bonjour Isa. Comment allez-vous? Très bien, merci. Bon alors de quoi est-ce que vous nous parlez aujourd'hui? Parcoursup. Bon, évidemment. C'est court, mais c'est efficace. Quant à notre sujet du jour, cyberattaque en hausse, entreprises fragilisées, pénurie de personnel. La France ressent aujourd'hui un besoin criant de nouveaux profils en cybersécurité. Mais à quel point exactement? Pourquoi ces métiers peinent-ils à recruter? Quelles voies existent pour s'y former? Et surtout, quelles sont les réalités du métier au-delà des idées reçues? On en parle avec notre invité, Sébastien Diou. Bonjour. Bonjour. Vous êtes stratège cybersécurité chez Fortinet. On va discuter de tout ça ensemble dans un instant, mais d'abord place au focus. En 2020, elle devenait l'une des 2 femmes à remporter le prix Nobel qui était alors remis pour la première fois à un binôme 100% féminin. Aujourd'hui, son nom est ancré dans l'évolution de la science française et internationale. Elle s'appelle Emmanuelle Charpentier et elle est notre focus du jour par Jean Martineau. Rencontre avec Emmanuelle. Première. Malgré son savoir et son investissement, jamais Emmanuelle Charpentier n'aurait pensé pouvoir un jour inscrire son nom à la très courte liste des femmes françaises ayant remporté le prix Nobel. Diplômée d'un doctorat à l'Institut Pierre et Marie Curie, elle poursuit ses recherches en multipliant les post-doctorats. À partir de 2014, elle se focalise sur une branche de la génétique, la technologie CRISPR-Cas9. Le travail de mon laboratoire concernant la technologie du génie génétique CRISPR-Cas9, aussi appelé ciseaux, couteau suisse ou boîte à outils de l'ADN. Donc vous pouvez voir des ciseaux représentés sur cette diapositive qui coupent de l'ADN. Découverte il y a seulement 6 ans, cette technologie est aujourd'hui considérée comme l'une des percées les plus importantes en biotechnologie. CRISPR-Cas9 a changé le domaine des sciences de la vie. Les scientifiques du monde entier développent cette technologie dans des applications innovantes dans la médecine, l'agriculture et la biotechnologie. Les perspectives qui accompagnent CRISPR-Cas9 sont très prometteuses, notamment dans le traitement potentiel de maladies génétiques humaines. Et la technologie est déjà utilisée pour relever divers défis agricoles. Une découverte digne du bricolage, décrite comme les ciseaux moléculaires, qui consiste à couper les morceaux défaillants de l'ADN pour venir les remplacer par un autre. Cette découverte pourrait permettre de guérir certaines maladies génétiques, mais également pouvoir aider au niveau de l'agriculture. D'ici quelques années, nous pourrions voir arriver des plantes plus résistantes à la sécheresse ou au froid grâce à Emmanuelle. 25 millions, c'est le nombre d'Européens atteints de l'une des 7000 maladies rares. Trouver le remède miracle pour chacune, le rêve de scientifiques du monde entier. Et si CRISPR-Cas9 était la clé de ce défi hors norme? CRISPR-Cas9, on parle de lui souvent comme des ciseaux. Leur particularité, couper l'ADN à un endroit précis du génome, dans n'importe quelle cellule. Ça veut dire pouvoir modifier de manière super spécifique un nucléotide dans les billions de nucléotides qu'on a dans les génomes. Le fait assez surprenant est que la Française Emmanuelle Charpentier n'aurait probablement jamais pu faire ses découvertes si la biologiste avait décidé de rester sur le territoire français. En effet, une partie de ces découvertes sont considérées comme de l'OGM et donc interdites en France. Je vous remercie pour votre attention. Phishing, rançongiciel, vol de données, ces attaques peuvent aujourd'hui paralyser une entreprise, bloquer un hôpital ou encore exposer les données de millions de citoyens. Alors face à ces menaces, les entreprises cherchent à se protéger. Conséquence, les besoins explosent. Mais encore faut-il former un véritable vivier de jeunes talents. C'est justement ce dont on va parler tout au long de cette émission, entre analyse du marché de la cybersécurité, ses opportunités et les formations. Pour y accéder, le programme est dense. Alors sans plus tarder, c'est le talk. Et
pour m'accompagner en plateau aujourd'hui, Sébastien Viou. Vous êtes donc stratège cybersécurité chez Fortinet. Alors, avant de parler de ce qui nous intéresse particulièrement dans l'école du futur, c'est-à-dire les enjeux de formation en cybersécurité, les carrières dans ce domaine, j'aimerais qu'on analyse ensemble un petit peu l'état du marché. Et pour ce faire, on va partir d'une de vos études chez Fortinet, avec un chiffre en particulier. Aujourd'hui, près de 9 entreprises sur 10 auraient subi un ou plusieurs accidents de sécurité. Déjà, de quel type d'accident on parle en entreprise ? Alors, un incident en entreprise, c'est quand il y a un impact. C'est-à-dire quand il y a un impact sur le fonctionnement de l'entreprise ou sur ses données. Là, sur cette étude, c'est le cas pour les données. Ça veut dire que 9 entreprises sur 10 ont vu des données fuiter. Ça peut aller de quelques données, quelques contacts, quelques noms des emails, des adresses, quelques données personnelles, comme de grandes quantités des brevets, du savoir industriel, du code, ou énormément de données personnelles, comme c'est le cas là, en ce moment avec les différentes fédérations qui se sont fait voler des données. Bon, donc avec des conséquences plus ou moins importantes, on l'imagine. Ça peut être des toutes petites conséquences. Bon, 9 sur 10, 87%, c'est énorme. Comment est-ce que ça s'explique ? Alors, en réalité, 100% des entreprises sont attaquées, et les attaques ne fonctionnent pas toujours. C'est pour ça qu'on n'est pas à 100%, heureusement. Après, ça s'explique parce qu'il y a tellement de façons d'avoir une petite brèche que le chiffre monte très haut. C'est pas pour autant qu'à chaque fois les brèches sont critiques. Hein. J'ai pas les chiffres pour le coup, mais les brèches vraiment critiques qui font du mal à l'entreprise, qui vont lui faire perdre de la valeur, comme ce qui s'est passé avec Jaguar au Royaume-Uni, c'est quand même beaucoup plus rare. Aujourd'hui, qui sont les principales cibles de cyberattaques ? Est-ce que ce sont plutôt les entreprises, les particuliers ? Alors je pense que tous ceux qui nous regardent ont déjà dû recevoir les petits SMS qui leur demandent de valider un colis ou de payer une amende. Donc tout le monde est ciblé. Là, il n'y a pas de débat, c'est tout le monde qui prend. Les entreprises, c'est pareil, c'est tout le monde. J'entends encore quelques patrons de petites boîtes dire « Oui, mais nous, on est trop petits, on ne nous voit pas ». Si, on vous voit. Si, on vous voit, vous avez du bol si vous n'avez pas encore subi quelque chose. C'est tout le monde. Après, il y a différentes catégories d'attaquants pour différentes catégories d'entreprises. Il y a ce qu'on appelle le tout venant. Ça, c'est l'attaquant qui va chercher un peu d'argent facile. Il va tout cibler. Et on a les attaquants beaucoup plus étatiques ou industriels qui vont, eux, soit chercher à déstabiliser un État. Et pour ça, ils attaquent des entreprises ou chercher de l'information spécifique à une entreprise. Et pour ça, ils peuvent attaquer aussi ses sous-traitants. Est-ce que le risque cyber a augmenté ces dernières années ? C'est une question qui est difficile à matérialiser, oui ou non. L'impact a augmenté. Le risque, si on considère que, évidemment, le risque est fonction de l'impact, donc oui. Après, c'est pas pour autant qu'il y a 100 fois plus d'attaques. C'est que le digital est devenu tellement prégnant dans notre société, tellement dans notre quotidien et important que les dégâts sont beaucoup plus visibles. Donc le risque, fondamentalement, oui, parce que l'impact fait de plus en plus mal. Et puis parce qu'on en parle davantage aussi, on a peut-être l'impression qu'il y en a plus. Du coup, comme l'impact est plus lourd, on en parle plus, les médias préfèrent en parler maintenant que ça fait un peu de buzz. Bruit. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le manque de talent est devenu un risque stratégique ? Est-ce qu'il y a un manque de talent aujourd'hui en cybersécurité ? Je pense qu'il faut... Le terme talent me gêne un peu. Ça veut dire qu'il faut être spécial pour travailler dans la cybersécurité, ce qui n'est pas le cas. Il faut être, comme dans tout travail, il faut être sérieux et impliqué. Donc, j'aime pas trop le terme talent. Par contre, oui, on manque de cerveau et de main parce que, comme on l'a dit, le digital est tellement partout. En fait, le digital va plus vite que cette protection du digital. Et malgré la bonne volonté de nos dirigeants de concevoir des lois et des normes comme NIS 2, comme le Cyber Resilience Act qui va bientôt être appliqué, et le Security by Design qui était censé être à la base de tout développement, bon, c'est pas tout à fait le cas. On continue de développer très vite pour amener des solutions au quotidien et on oublie un peu de sécuriser. Et c'est là que les experts de cyber, en tout cas les compétences cyber arrivent. Et c'est là où on en manque un petit peu. Alors ça, c'est un premier élément pour expliquer cette pénurie. Est-ce que vous estimez aussi peut-être qu'il y a d'autres éléments qui entrent en compte ? Par exemple, peut-être l'attractivité du métier, on ne le connaît pas assez bien, donc on n'a pas forcément envie de s'y diriger ? C'est une bonne question. Là, il faudrait
presque demander à Alexandra si elle a les infos côté Parcoursup, mais je pense qu'il y a quand même une bonne connaissance des besoins chez les jeunes. Après, est-ce qu'il y a l'envie? Moi, c'est plutôt l'envie. Et alors, pourquoi il n'y a pas l'envie? Ou pourquoi il y a peu l'envie, j'ai beaucoup de personnes qui me contactent, comment je fais pour faire un carrière dans le cyber. Donc, moi, je vois l'envie, mais je suis dedans, donc c'est normal. Après, à l'extérieur, je ne me rends pas bien compte si... C'est un métier qui attire. Voilà, on ne se rend pas compte de la perception qu'il a dans le quotidien. Alexandra, vous nous aidez? Oui, je vais vous aider. Alors, moi, je rencontre des lycéens qui peuvent être attirés par la cybersécurité. Après, c'est souvent des garçons. Moi, je pense qu'il y a quand même encore ce souci de est-ce que les filles peuvent être attirées par les métiers d'ingénierie et particulièrement dans votre domaine. Et c'est vrai qu'il y a quand même encore un travail à faire d'information sur les métiers, hein, on le sait. À l'école, c'est compliqué, ça reste théorique. À un moment donné, on leur demande de faire des choix et ils ne savent pas. Ouais. Alors, ils peuvent faire des stages, mais s'ils n'y ont pas pensé en troisième ou en seconde, c'est un peu compliqué pour eux. Heureusement, les écoles font des portes ouvertes. Et c'est vraiment ça qui va leur permettre d'aller voir. Et de se dire, pourquoi pas, il y a des beaux bachelors en cybersécurité. Bon, quand on parle des métiers de la cybersécurité, on met beaucoup de choses finalement derrière ce terme. Concrètement, quels sont aujourd'hui les profils les plus recherchés dans les entreprises? Quels sont les métiers qui manquent le plus? On est quand même sur des métiers d'ingénierie, donc où il faut avoir une réflexion, conception et réflexion. Donc ça va être la conception de logiciels sécurisés, la sécurisation des logiciels, c'est vraiment une grosse partie qu'on ne voit pas. On parlait de développement dans les métiers d'ingénierie tout à l'heure avec Alexandra. Le développeur, quelque part, il doit avoir cette fibre cybersécurité parce qu'il doit développer de façon sécurisée. Ça, on l'oublie un peu trop souvent. Et après, quand on est sur du métier pur cyber, donc analyste SOC, auditeur, intégrateur de solutions de sécurité, etc., là, on est sur du métier de technicien et d'ingénieur informatique, plutôt, d'une manière générale. Bon, on va continuer à parler des métiers autour de la cybersécurité et bien évidemment des formations qui y mènent. Mais d'abord, il est temps de prendre une petite pause et pour ce faire, direction la Planète Tech. Images et vidéo, c'est l'œil de Dylan Kohler.
Et nous voilà de retour sur le plateau de l'École du Futur, toujours en compagnie de mon invité Sébastien Viou, stratège cybersécurité chez Fortinet, avec qui, vous l'aurez compris, on parle de cybersécurité. Et on va continuer à le faire en deuxième partie d'émission. Mais d'abord, place à la chronique d'Alexandra De Villers qui a une idée derrière la tech. Aujourd'hui, Alexandra, vous nous faites un petit mode d'emploi de Parcoursup. Exactement. Alors, Parcoursup, en 2025, c'est 25 000 formations et 980 000 candidats. Donc, vous voyez, c'est pas une petite appli sympa, c'est une grosse machine. Et bonne nouvelle, Parcoursup ouvre aujourd'hui, mercredi 17 décembre, pour la saison 2026. Alors, Parcoursup, pour qui et pourquoi? Alors, pour qui ? Les lycéens, bien sûr, les élèves de terminale qui veulent faire des études après le bac, mais aussi les étudiants en réorientation qui se seraient un petit peu perdus ou en tout cas qui n'auraient pas fait les bons choix l'année d'avant. Alors, en quoi ça consiste Parcoursup ? C'est simple, c'est vraiment une plateforme qui met en relation des formations qui veulent recruter des candidats et des candidats qui veulent faire des études. Ensuite, la machine va tourner, c'est un algorithme ultra puissant. Il va y avoir une hiérarchisation, une sélection, et les résultats vont sortir début juin pour tous les candidats. Alors, quelles sont les grandes échéances à respecter ? Alors attention, le calendrier Parcoursup est extrêmement précis. Il ne faut absolument pas louper une date, une échéance. On va commencer donc par aujourd'hui, 17 décembre 2025. La plateforme ouvre. Ça veut dire que tous les lycéens et tous les étudiants vont pouvoir consulter les nouvelles formations, les prix des formations, les journées portes ouvertes. C'est vraiment le moment où tout est actualisé. Mais la date la plus importante pour les lycéens, c'est le 19 janvier 2026. Ils vont pouvoir s'inscrire, ils vont pouvoir commencer à formuler les vœux. Ils auront jusqu'au 13 mars, 23h59, pas une minute de plus, attention, il faut être précis, pour faire leurs vœux. Ça veut dire qu'après, ils ne peuvent plus en ajouter, ils ne peuvent plus en retirer. Mais la deuxième date très importante, c'est le 2 avril 2026, 23h59. Là, il faut avoir tout terminé. Il faut avoir fait toutes ces lettres de motivation, tous ces écrits Parcoursup et valider chaque vœu. Et puis, le 2 juin, les résultats vont tomber, en général, en fin d'après-midi. La grande question, c'est combien de vœux peut-on formuler ? Alors là, Lisa, on entre dans la partie extrêmement technique. Attention, il faut se concentrer. En théorie, c'est 10 vœux maximum, mais en réalité, il y en a beaucoup plus, parce qu'il y a des vœux. Il y a des sous-vœux et il y a aussi des vœux qui n'acceptent pas de sous-vœux. Voilà, je vous disais que c'était un petit peu compliqué. Je vous donne un exemple concret. Si votre lycéen veut faire un BUT technique de commercialisation, par exemple, il va choisir le BUT Tech de Co, c'est un vœu, mais il a le droit de mettre 10 établissements dans ce vœu. Et donc, ça va être des sous-vœux. Autre exemple, attention, si on veut faire une classe préparatoire MPSI, par exemple, ingénieur, on va choisir la prépa MPSI, c'est un vœu et on a le droit de mettre jusqu'à 10 établissements. Voilà, c'est ça l'histoire des vœux et des sous-vœux. Donc, c'est important d'avoir compris comment ça fonctionne. Pour résumer, on a le droit à 10 vœux maximum, 20 sous-vœux, mais 10 sous-vœux par formation. Est-ce que c'est clair ? C'est clair, mais effectivement, il faut rester concentré. Et les vœux groupés magiques ? Oui, voilà. Et en plus, il y a des vœux groupés qui ne comptent pas de sous-vœux. C'est quand même vraiment génial. Je vous donne des exemples concrets. Toutes les écoles de commerce qui sont rassemblées dans des concours, type concours Access, concours Sésame, on peut mettre toutes les écoles qu'on veut, tous les campus qu'on veut, ça compte que comme un vœu. C'est pareil pour les concours d'écoles d'ingénieurs à prépa intégrée, concours Avenir, Puissance Alpha, GEPI Polytech, etc. Également pour les écoles vétérinaires qui recrutent ensemble. Pour Sciences Po, les Sciences Po de région, donc il y a 7 IEP, c'est un seul vœu. Et puis, grande nouvelle, enfin ça existe depuis longtemps, mais ça c'est important, la licence PASS en Ile-de-France, c'est-à-dire médecine. On peut mettre toutes les licences PASS qu'on veut en Ile-de-France, ce sera un seul vœu et pas de sous-vœu. C'est bon ? C'est bon, mais c'est un petit peu compliqué tout de même, tout ça. Oui, mais c'est un peu magique aussi. Alors, effectivement, c'est compliqué parce qu'à part les licences qui, elles, comptabilisent un vœu, le reste, il n'y a pas vraiment de règles. Donc, il faut vraiment s'entraîner sur Parcoursup. Je donne le conseil à tous les lycéens, à partir du 19 janvier, de constituer son dossier et de tester la plateforme. Parce que, voilà, il n'y a pas un mode d'emploi qui existe, qui explique tout clairement. Il faut aller voir. Il faut cocher, il faut décocher, il faut faire des tentatives. Et honnêtement, on s'en sort.
Alors, Parcoursup est-il votre meilleur ami, vraiment? Oui, alors j'adore dire ça, Parcoursup est mon meilleur ami, on en parlait tout à l'heure. C'est un peu provocateur, mais en réalité, c'est quand même un algorithme, un outil qui est très efficace. Alors les médias dénigrent beaucoup Parcoursup, expliquent que c'est le grand méchant loup qui laisse les lycéens sur le côté de la route. En réalité, si on se rappelle ce que nous, on a vécu, génération de parents, quand on a eu notre bac, enfin moi, le jour où j'ai eu mon bac, j'ai couru à la fac, j'ai fait la queue pendant 2 heures pour valider ma place. C'est quand même très confortable d'être à la maison, de faire des vœux, etc. Et surtout, les chiffres parlent d'eux-mêmes. L'année dernière, en 2025, 92% des lycéens ont reçu une proposition d'admission. Donc vous voyez, c'est 8% qui n'ont rien, c'est quand même pas beaucoup. Et en moyenne, 5,5 propositions par lycéen. Et si on s'intéresse à ces 8%, c'est qu'en général, ils n'ont pas fait des choix qui étaient très bons. Ils n'ont pas été accompagnés, ils n'ont pas cherché l'accompagnement nécessaire. Donc moi, je dis toujours sur Parcoursup, il faut viser juste. Ni trop haut, sinon on ne va pas être pris, ni trop bas, parce qu'on risque de ne pas être pris, et en plus, on risque de s'ennuyer. Donc comment faire pour viser juste? Évidemment, il y a des ressources. Il faut échanger avec le professeur principal de la classe, il est vraiment concerné, avec bien sûr toute l'équipe pédagogique, le conseiller d'orientation du lycée, et puis sinon, il existe des professionnels pour ça. Bon, merci beaucoup Alexandra pour cette chronique très complète que je vous invite à réécouter si vous vous lancez dans l'aventure Parcoursup. En attendant, on a retenu les 3 dates principales, 19 janvier, 13 mars et puis 2 avril. C'est bien ça Alexandra? Merci beaucoup. Bon, allez, depuis le début de cette émission, on a parlé d'attaques de plus en plus fréquentes, de métiers sous tension et d'un manque criant de compétences en matière de cybersécurité. Les questions auxquelles nous allons tenter de répondre désormais, ce sont comment former efficacement, quel profil pour cette voie et les enjeux aussi de souveraineté autour de ces métiers. C'est tout de suite dans la seconde partie du Talk. Et c'est toujours avec mon invité, bien sûr, Sébastien Viou, stratège cybersécurité chez Fortinet. Alors, je le disais en première partie d'émission, on a un petit peu dressé finalement l'état du marché de la cybersécurité. Et j'aimerais qu'on réponde à une question. Est-ce que finalement la France est le seul marché où on a du mal à recruter ou est-ce que c'est plutôt une tendance assez générale? Non, c'est bien une tendance générale. En France, on a dans les 50 000 professionnels et il y a une étude qui était sortie il y a 1 an qui disait qu'on allait en avoir besoin à peu près 30 000 de plus dans 3 ou 4 ans. Mais c'est mondial. Les besoins de digitalisation sont mondiaux, les besoins de sécurité sont mondiaux. Les cyberattaques sont également mondiales, donc le besoin est mondial. Ça attise les concurrences, du coup, aussi. Bien sûr. Alors, aujourd'hui, quelles sont les principales voies de formation en cybersécurité en France? Est-ce que ce sont plutôt des grandes écoles? Est-ce qu'on peut passer par l'université? On peut passer par... globalement, on va quand même rechercher des métiers, comme on l'a dit, assez ingénieurs. Les différentes écoles peuvent amener à des types de métiers différents. Les très grandes écoles vont évidemment pas déboucher sur analyste SOC, c'est pas trop l'idée, mais il y a énormément de métiers en cyber, ça va, comme on l'a dit, d'analyste à auditeur, à directeur cyber, à patron de boîte même. Donc on a tous les profils, il y en a pour tout le monde. Ce qui est surtout très important de noter, c'est que c'est des métiers où on doit et on peut évoluer. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on commence à un poste qu'on est forcé d'y rester pendant 40 ans. Au contraire, il va falloir évoluer. De toute façon, il faut se former en continu parce que ça évolue en continu. On va en parler de ça. Et on peut pardon, j'anticipe un peu les questions, mais on peut évoluer facilement et se développer une carrière en cyber. Moi, j'ai commencé comme ingénieur réseau télécom et maintenant, je suis sur ce plateau avec vous. Donc, il y a vraiment matière à s'éclater tout en défendant le pays. Alors là, de ce que je comprends finalement, ce que vous nous expliquez par la diversité des métiers qui existent, c'est que finalement, on n'a pas forcément besoin d'avoir de grandes compétences très techniques, j'ai envie de dire, en informatique. C'est-à-dire qu'on peut avoir quand même d'autres profils aussi qui peuvent choisir cette voie. Complètement. Il y a des profils de gestion du risque, par exemple. On est plutôt sur l'analyse de comment un métier fonctionne pour essayer d'identifier là où il va avoir des problèmes en cas d'attaque. Il y a même des profils plus rares, mais de psychologues en cyber qui va aider les SOC ou les chercheurs en cyber à comprendre la psychologie de l'attaquant, par où il peut avoir envie de rentrer. Donc on a vraiment un terrain de jeu très très large.
Alors, ce sont forcément des parcours longs alors, même si, encore une fois, bien évidemment, comme on parle de plusieurs métiers, c'est difficile, mais on va essayer de donner une moyenne. Est-ce que ce sont plutôt des parcours longs ou est-ce qu'un jeune qui n'est pas forcément à l'aise, justement, avec l'idée de faire des études longues peut quand même Oui, il peut, surtout qu'on est quand même sur un métier, comme on l'a dit, technique. J'en connais aussi des gens qui n'ont pas de diplôme et qui sont des très bons pentesters parce qu'ils adorent ça et ils font ça depuis qu'ils sont tout petits et ils sont reconnus. On va essayer de ne pas rechercher un diplôme, même si évidemment ça aide et ça montre une formation et puis ça aide la personne à monter en compétence. Mais il y a de la place pour celui qui veut sortir du lot mais qui n'a pas forcément envie de faire 5 ans d'études d'ingénieur. Donc non, il y a vraiment beaucoup de place. Et en même temps, pour ces profils, ce que je me dis, c'est que ce qui peut être rassurant, c'est que finalement, ça doit être des métiers aussi où on passe assez rapidement aux travaux pratiques. Oui, là, souvent, c'est bien de rentrer très vite dans le dur. Ouais. Et alors, du coup, entre les écoles et les entreprises, est-ce qu'aujourd'hui, le lien se fait correctement ? Parce que, encore une fois, tout est question de travaux pratiques. J'imagine qu'il faut travailler sur les mêmes logiciels que ceux qu'il y a en entreprise pour pouvoir être compétent. Oui. Est-ce que déjà, ça, c'est une vérité ? Et auquel cas, est-ce que le lien se fait bien entre les écoles et les entreprises ? Alors, oui, il se fait parce que les entreprises ont besoin de main-d'œuvre. Je ne sais pas si vous l'avez vu dans le rapport, mais par exemple, Fortinet s'est engagé à former 75 000 personnes en cybersécurité en Europe. On en est à 20 000. Pourquoi on fait ça ? Pour donner l'envie, pour donner les compétences et aussi pour défendre mieux les différentes nations face aux cyberattaques. Mais on a des relations avec une vingtaine d'écoles. On leur fournit des équipements pour qu'ils puissent faire des tests, des licences, pour qu'ils se forment dessus. On a un parcours de formation gratuit, certifiant, qui est disponible sur Internet. Vous pouvez apprendre tout en vous certifiant. Évidemment, ce n'est pas un niveau ingénieur, on est d'accord, mais ça donne déjà des bonnes bases pour comprendre les enjeux et puis pour voir si ça fait envie ou pas. J'invite tous les lycéens à aller se connecter, à faire une petite formation, dire ok, ça me branche, ça me branche pas. C'est une bonne façon un peu de se tester aussi, tester l'appétence. Et ça, du coup, c'est sur le site de Fortinet, c'est ça ? Sur le site de training de Fortinet. Vous notez si jamais vous avez envie de tenter l'expérience en termes de cybersécurité. Alors, j'aimerais qu'on aborde aussi un point qui est quand même essentiel, j'imagine, pour ceux qui nous regardent aujourd'hui. C'est la question du prix des formations. Est-ce que ce sont des formations accessibles financièrement ? Alors malheureusement, je suis pas expert en formation, mais il y a des facs. Je crois que les facs c'est plutôt abordable. Il y a de l'école privée, il y a de l'école semi-publique, je dis pas de bêtises, avec ça un peu. Alexandra, vous supervisez. Oui, exactement. Il y a de tout en fait. Vous avez raison. Il y a des formations en université. Et là, c'est vraiment gratuit. Il y a des formations en école d'ingénieur public. Là aussi, c'est gratuit. Et puis, on trouve des formations en école d'ingénieur payante. Et là, le coût est élevé. Ça peut monter jusqu'à 10 000 € l'année. Mais il y a de tout. Donc, il y a de tout. Il y a tous les métiers, il y a tous les tarifs en termes d'études. L'un des points qui, d'un regard extérieur, me semble extrêmement intéressant dans ce métier, et on a commencé à l'aborder ensemble, c'est le fait de devoir se former finalement tout au long de la vie. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, avec les formations actuelles, ça va assez vite face à l'évolution des cybermenaces ? Est-ce qu'on est à jour ? Est-ce que ça va trop vite ? Est-ce que... C'est une question, c'est presque une question individuelle. C'est chacun dans son métier va avec son appétence, sa curiosité, là où il en est dans la vie. Je ne vous cache pas que quand j'ai eu des enfants, j'avais moins le temps de me former, par exemple. Bon, mais là, on prend un coup avec l'IA quand même. Je sais qu'on devait en parler, mais là, on prend un coup parce que là, il va falloir quand même accélérer un peu notre niveau de compétence, notre montée en compétences. Mais globalement, ce qui est sûr, c'est que vous ne pouvez pas faire carrière 40 ans en cyber sans vous former. Ça, c'est sûr. Bon, vous l'aurez compris, la cybersécurité offre aujourd'hui de vraies opportunités de carrière dans un marché en forte demande. Alors, si ces enjeux vous parlent, n'hésitez plus à vous y intéresser et peut-être même à vous lancer. Et on le rappelle, vous pouvez le faire déjà en passant par Fortinet. Merci beaucoup Sébastien Vouillou d'avoir été avec nous. Je le rappelle, vous êtes stratège cybersécurité chez Fortinet. Merci aussi à Alexandra De Villers à la fois pour sa chronique très complète sur Parcoursup et aussi pour son regard éclairé sur les formations en cybersécurité. Merci aussi aux équipes en régie, à Édouard Deniot d'avoir produit cette émission. Mais surtout, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain. Nous serons toujours sur School TV. D'ici là, portez-vous bien.